Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Comment vous dire? Quand il y a eu mon agression avec cet usager, j'ai eu un sentiment de colère, puis de dégoût, de honte. J'étais très mal. J'ai senti confusément qu'il y n'avait pas que les insultes et la gifle que j'ai failli recevoir. Ça s'est passé à côté des collègues. Peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, je pense qu'ils n'ont pas compris. Je me suis rendu compte que mes collègues étaient à côté, mais sans être là avec moi. Avec le psychologue, j'ai réfléchi à tout ça. Je vois bien qu'avant je n'aurais jamais été aussi énervée. On ne se supporte plus entre nous. Comment accueillir correctement les gens qui ont des dossiers de RSA compliqués? Le pire c'est qu'on est seul mais côte à côte. Olivia, agent d'accueil d'un organisme de sécurité sociale, explique ainsi les raisons de sa nervosité. Elle est interrogée lors d'un diagnostic sur le malaise au travail. Ce moment est important pour elle, car son agression l'a profondément affectée, déstabilisée. Elle revient confusément sur un aspect paradoxal, qui accentue encore son désarroi. Au-delà des actes violents subis, c'est bien le fait qu'ils aient été commis sur un plateau de travail collectif, en présence d'autres collègues, qui la déstabilise le plus et l'empêche de dépasser l'événement. Olivia est confrontée à cette sombre évidence qu'elle n'aurait pu imaginer. On peut être particulièrement seul et vulnérable face à une situation difficile, alors que l'on est pourtant très entouré. Elle poursuit ainsi. Quand il y a 2 ans la direction a voulu rapprocher les 2 antennes pour faire des économies, j'ai trouvé que les syndicats en faisaient un peu trop dans leurs critiques. Pour ma part, j'étais assez contente de rejoindre le centre-ville. En fait, je n'ai pas mesuré ce qui s'est passé dans ce déménagement. On est aujourd'hui 80 agents d'accueil à travailler dans la grande salle. Ils ont mis des petites cloisons qui montent à 2 mètres pour pas qu'on parle d'open space, mais ça sert à rien, on entend tout ce qui se dit derrière. Quand j'arrive le matin, je dois parfois tourner l'ordinateur car une autre collègue gauchère l'utilise aussi. Je sais pas trop ce qui nous est arrivé, mais on se rend compte qu'on est aujourd'hui incapable de s'entendre au minimum, ne serait-ce que pour prendre la pause déjeuner à tour de rôle. Du coup, comme on reste ouvert entre midi et 2, les usagers peuvent attendre longtemps pour leur demande de remboursement. Ils sont encore plus énervés. On reçoit des dossiers très durs et nous-mêmes on est malmenés. Avant, sur l'autre antenne, on se connaissait, on arrivait encore à s'appuyer les unes sur les autres. L'agression touche d'autant plus cette femme expérimentée, que la nouvelle organisation de travail en plateau, essentiellement conçue par la direction pour des raisons d'économie d'échelle, suppression d'antennes de quartier, a précisément été présentée aux salariés comme susceptible de réduire le risque d'agression du fait de la proximité spatiale de nombreux collègues présents. L'absence de soutien, en présence des autres, accentue sensiblement le vécu d'isolement. L'agression s'est déroulée malgré la promiscuité, ce qui renforce le sentiment de vulnérabilité, décompose l'image et la confiance dans le collectif. Mais la solitude au travail peut revêtir bien d'autres formes. Yolande, chargée d'animation pédagogique d'un grand établissement public culturel parisien, témoigne différemment de l'appauvrissement des échanges. Elle perçoit le recul des liens comme un long processus de dégradation. Yolande lie le délitement du collectif à la question du sens donné au travail. Je crois que l'on ne perçoit plus rien de ce que font les autres. Les fonctions et attributions de chacun évoluent trop vite dans le cadre d'un projet que je ne comprends plus. Il y a 25 ans que je suis ici. J'ai fait partie des toutes premières embauches. Vraiment, ça s'est considérablement dégradé. Lorsqu'on a ouvert, c'était un sentiment de fête et d'innovation permanente. Le projet était fort politiquement. Il avait été porté par plusieurs présidents de la République successifs, ça nous transcendait. Il n'y avait pas d'horaire et sans même qu'on nous demande quoi que ce soit, on poursuivait tard le soir, même fréquemment le week-end. Personnellement, j'étais disponible, impliquée. On avait le sentiment de participer à un vrai défi culturel, avec les moyens nécessaires. On a senti plusieurs évolutions successives, mais c'est depuis que nous avons également des missions commerciales de rendement. Franchement, c'est plus le même projet. On nous fixe des quotas. On mesure notre performance et la conformité de nos pratiques d'accueil du public par exemple. Comment voulez-vous être motivé, à fond,
Quand vous recevez tous les jours des classes de Seine-Saint-Denis, que vous vous faites insulter, que tout ce qui est abstrait et compliqué doit être lissé et que la direction n'a qu'un souci, celui de faire du chiffre. Ce n'est pas simple de porter une mission d'accessibilité de l'art et de la connaissance scientifique dans ces conditions, quand on est nous-mêmes mal considérés. Bien sûr, les syndicats dénoncent cette orientation, mais ce qui me préoccupe, c'est que même entre nous, ça ne va pas. On ne se connaît plus, on s'ignore. Parfois, je me dis que c'est moi qui n'ai plus la flamme. On est désabusé, et on se retranche dans notre petit quotidien. Yolande a une double formation, à la fois en histoire de l'art et en psychologie. Cet investissement lui était nécessaire pour accéder et s'investir dans un travail qui la comble, un métier qu'elle a choisi. Pour elle, la perte de sens du travail est à relier au recul du sentiment de faire œuvre commune. L'isolement des salariés entre eux, induit par l'évolution du projet de l'établissement, renforce le sentiment d'opacité et de méfiance. Yolande constate que du fait du morcellement et de la spécialisation des tâches, les salariés ne se voient plus travailler et ne peuvent désormais plus se voir, se supporter. C'est la conviction d'être associé à une ambition, une cause noble, au service du développement et de l'appropriation de la culture par des personnes qui en sont éloignées, qui a permis au départ une implication qui l'a conduit à s'affranchir des limites du contrat de travail. Un projet culturel à la hauteur de ses attentes, a donné sens à sa trajectoire et longtemps généré un rapport heureux au travail. La désillusion et l'usure qui accompagnent la volonté de la direction et des pouvoirs publics de rationaliser cet établissement entraînent un fléchissement de la dimension symbolique. La finalité de l'établissement évolue. Elle n'est plus la même, sa vocation sociale et pédagogique se transforme dans la volonté de commercialiser certains services, et l'estime des salariés s'en ressent profondément. Dès lors, l'intérêt commun n'est plus perceptible. Les liens entre eux se délitent. Ils s'ignorent désormais. Peut-on véritablement travailler sans les autres ? Quelles conséquences concrètes le délitement des collectifs, le recul des formes d'entraide génère-t-il sur l'équilibre et la santé des salariés ? L'homme au travail est-il en train de muter sous l'effet des sollicitations et des incitations à la performance au point d'en oublier son humanité ? Certes, le monde du travail ne peut échapper à une évolution globale, déjà ancienne et présente dans bien des pays, qui légitime l'individualisme comme un comportement naturel, indispensable à l'objectif de réalisation de soi. Pourtant, nous ne pouvons que rarement travailler seuls durablement et nous épanouir. Le collectif ne donne pas seulement plus de puissance dans l'exécution, il en permet l'efficacité. L'appui des autres, le sentiment de partager un destin commun lié à une finalité établie, la production, nourrissent la coopération au travail, elle-même indispensable pour fonctionner en sécurité physique et psychique. Le collectif concourt à donner le sens même de ce que nous faisons, ainsi que des recommandations pour y parvenir en régulant les difficultés. Aujourd'hui, les rapports humains sont affectés par le recul des liens d'entraide et de coopération au point de rendre exagérément difficiles, voire dangereuses, nombre de situations de travail, quels que soient les environnements professionnels. De fait, le déficit d'échanges réels constitue désormais une source majeure de risque pour les salariés. Comprendre les raisons de ce sombre constat conduit à interroger tant les transformations des organisations que les attentes sans fin d'implication et de disponibilité individuelle, relayées par l'encadrement. D'autant que les transformations s'accélèrent sensiblement sous l'effet de la mondialisation. L'ubérisation s'est récemment imposée comme source majeure de questionnement sur le sens et les contraintes du travail. L'arrivée de services dans des conditions jusqu'alors inconnues et qui s'émancipent de contraintes et de règles qui paraissaient établies, déstabilise l'approche même que nous avons du travail et de la durabilité des liens, de l'engagement. L'utilisation des termes d'économie collaborative vient encore brouiller la perception de ce phénomène. La prégnance de l'économie numérique au cœur des situations de travail vient aussi fortement modifier l'économie relationnelle, et notamment le besoin de présence et de réassurance immédiat que nous pouvons avoir de la part de nos collègues ou équipiers. La banalisation du recours à Internet dans les situations de travail ouvre accès à des informations qui relativisent la pertinence de l'expertise des pairs, et pas seulement sur le plan technique.
Le numérique transforme en profondeur le rapport entre individuel et collectif, mais parfois crûment enseigne une image de soi en interaction avec d'autres. En même temps, ces dernières années ont été indéniablement marquées en France par la médiatisation des plaintes de salariés ou agents. Cette sortie du déni ne s'est pas faite sans tension. Elle donne sur le travail et ceux qui l'organisent un regard peu flatteur. Néanmoins, parfois sous l'impulsion du chef d'entreprise, souvent par le biais de médecins, de syndicalistes ou de préventeurs engagés, une prise en compte de problèmes qualifiés tantôt de stress, de violence, de malaise, d'usure, de souffrance, de risque suicidaire, de burn-out est devenue perceptible dans les médias, les colloques ou salons professionnels, mais aussi désormais dans les entreprises, au cœur même des préoccupations managériales. Ce livre tente d'articuler la réflexion théorique sur le rôle et la transformation des collectifs au travail, avec une pratique d'intervention conduite pendant 15 ans dans des entreprises, administrations ou services en crise dans le cadre des missions de la SCOP VTE, Violence, Travail, Environnement. Cette coopérative a été entièrement dédiée à la prise en compte des différentes formes de violence au travail. Le lien social traverse ces questions. Depuis les années 2004-2005 en France, l'expression générique « risques psychosociaux au travail » rassemble différentes sources de problèmes, auparavant évoquées à travers un vocabulaire différencié. Agression et violence, externes ou internes, stress, usure ou épuisement professionnel, addiction notamment. L'expression était toutefois déjà couramment utilisée dès le début des années 2000 par des experts, notamment dans le cadre d'échanges européens. Désormais, la notion ouvre à la prise en compte subjective du malaise. Ces nouveaux termes, sans prétention de validité scientifique, sont néanmoins désormais utilisés par les institutions publiques. Plus récemment, ces mêmes institutions publiques ont valorisé le concept de qualité de vie au travail, nouvel antidote supposé efficient face à cet accroissement des difficultés. Le projet d'intervention ainsi redessiné se veut porteur d'interrogations et de solutions nouvelles. La qualité de vie au travail implique la collégialité. Cette exigence peut-elle rassurer l'observateur inquiet de la multiplication des interprétations souvent contradictoires des sources de difficultés ? Rien ne garantit que ce changement de paradigme ne redonne sens au collectif de travail. Au moment de la rédaction de cet ouvrage, une forme d'incantation au bonheur au travail est nettement perceptible, à travers divers articles, émissions ou reportages. Sans doute s'agit-il de tenter de contrer le pessimisme ambiant, notamment produit par la prise en compte des risques psychosociaux ces dernières années, en imaginant transformer le rapport au travail par un changement du prisme d'observation. Au-delà des acteurs qui parfois s'affrontent dans l'entreprise, le monde du travail est aussi objet de lutte de désignation et de représentation entre observateurs, analystes ou consultants, voire conseillers du prince. Ce livre offre un regard appuyé et documenté sur une question de fond, centrale, qui ne peut être simplement résolue par une intervention extérieure ou la mise en œuvre d'un dispositif, celle des conséquences structurelles de la mutation des collectifs et de leur délitement dans la communauté de travail. Il s'agit d'apprécier dans les entreprises les effets concrets des transformations des modes d'organisation et des attentes individualisées toujours plus radicales de disponibilité, d'investissement et de mobilité, sous toutes ses formes, au nom de la performance, de la concurrence généralisée. Ces évolutions sont opportunément désignées aujourd'hui par le terme ambigu d'agilité. L'agilité apparaît alors comme une condition souhaitable, inévitable et naturelle du développement de l'entreprise, qui faciliterait son adaptation aux lois du marché. L'objectif est ici d'interroger l'évolution et le rôle des collectifs, directement dans le champ de la préservation de la santé mentale au travail. Vivre et travailler avec les autres confirme notre inscription sociale dans un projet, une œuvre commune. La coopération signe une forme d'appartenance à un monde partagé et permet d'équilibrer la recherche de performance et de réussite individuelle en donnant une ambition plus altruiste aux conduites humaines. L'intervention sur les risques psychosociaux, un regard clinique sur les collectifs. La question du recul des collectifs n'est pas nouvelle. Depuis quelques années déjà, diverses analyses et contributions sur l'évolution du travail insistent sur la désagrégation des liens. Elles proviennent de différents horizons théoriques et ont en commun de pointer les défaillances plus fréquentes et plus intenses de solidarité entre collègues,
générant des tensions et incompréhensions diverses. Le plus souvent, c'est bien les aspects délétères de ce délitement qui sont mis en avant. Toutefois, les effets concrets du processus au cœur même des situations de travail restent encore peu restitués. Au contact de plusieurs centaines d'organisations, la SCOPVTE a été longuement confrontée à des environnements très variés dans le privé, comme dans les différentes fonctions publiques d'État. Cette variété permet de dégager des invariants dans les conduites développées face à l'exposition aux difficultés, puis de décortiquer les phases des processus. En ce sens, ce livre s'inscrit dans la tradition sociologique d'observation, permettant l'élaboration de lois et règles des comportements humains. C'est donc l'ambition que de rapprocher ici l'analyse des changements organisationnels et des pratiques de management, de cette montée des dysfonctionnements dans le vivre ensemble. L'analyse s'adosse à un ensemble original et diversifié d'observations en situation professionnelle, mises en débat pendant ces dernières années au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Si la pratique de prévention a constitué le véritable point de départ de l'analyse, une partie significative du corpus a été élaborée dans un cadre spécifique de recherche pour préparer une thèse en sociologie clinique, au LCS, de Paris 7. Dans cet objectif, une trentaine d'entretiens approfondis ont été spécifiquement réalisés. Ils ont notamment porté sur la dynamique des liens, les attentes au regard des trajectoires de chacun, les conduites altruistes et l'attention aux autres. Ces entretiens individuels ont pu durer entre 2 et 6 heures. Par ailleurs, le livre s'adosse à plusieurs centaines d'autres entretiens individuels ou collectifs, effectués dans le cadre des missions de la SCOP. Les origines des données qui illustrent ce livre ne relèvent donc pas seulement d'une pratique de recherche. Elles sont mêlées à l'analyse conduite par le consultant. Elles sont intégrées dans le corps du texte ou présentées sous forme de vignettes en conclusion de chapitre, en guise de résumé ou d'illustration. Un glossaire est par ailleurs annexé en fin d'ouvrage. Le fait est largement connu. Paradoxalement, les phases de tension et de crise révèlent les processus. Elles offrent ainsi une opportunité d'observation, un potentiel d'analyse et de distanciation, pour mieux comprendre et percevoir les conséquences des transformations du travail sur les collectifs et la santé des travailleurs. La multiplication d'interventions denses et sensibles, souvent auprès d'organisations en situation critique, effectuées par VTE, offre une possibilité de saisir les conséquences du délitement des liens au plus près des situations. La posture du consultant engagé dans la compréhension puis la résolution de crises auprès d'équipes ou de services est essentiellement de nature clinique, en ce sens qu'il est véritablement engagé au pied du lit du malade, fût-il ici collectif. Mais pour être acceptée et efficiente auprès de l'équipe en crise, la recherche de solutions ne peut se faire qu'avec sa participation et son implication. Cela oblige alors à une grande transparence et au strict respect du cadre d'intervention. L'intervention en situation de crise auprès d'un collectif porte une obligation de clarté pour pouvoir être audible au cœur des tensions. C'est à cette condition que les acteurs acceptent, souvent avec réserve au départ, de s'engager dans une démarche de co-construction, leur permettant peut-être ensuite de se dégager d'une situation malsaine dans laquelle ils sont englués. Il ne s'agit pas de déplorer avec nostalgie un monde perdu supposé naturellement bienveillant, d'imaginer avec cécité ou naïveté que les relations humaines au travail ne généreraient en soi que de l'attention aux autres. Il n'est pas besoin de rappeler la dureté des rapports entre salariés, et notamment entre ouvriers, qui a marqué le développement du monde industriel. L'intégration au sein de la communauté de travail a ainsi souvent constitué un apprentissage douloureux, voire une véritable épreuve initiatique, dans de nombreux environnements professionnels. Rudesse des rapports humains dans le travail, mais aussi rudesse du travail en soi. Nombreuses sont les contributions sur la souffrance au travail qui rappellent l'étymologie du terme et son lien originel avec la souffrance. S'intéresser au recul des collectifs et à leurs conséquences induites sur la santé des travailleurs n'est pas faire une référence mélancolique à un passé heureux, mais interroger les conditions de l'équilibre au travail, de l'épanouissement, les conséquences de l'emprise. Le travail désormais plus dense, plus complexe, plus instable, demande pour durer une forme de respiration qui ne peut véritablement exister sans débat collectif. REASSURANCE et DEPENDANCE.
les deux faces du collectif. Les risques psychosociaux questionnent par essence le regard de l'autre sur les difficultés que l'on peut ressentir au travail. Par leur nature même, ils constituent un révélateur implacable de cette dynamique. L'expérience quotidienne que nous avons tous du travail nous permet généralement de percevoir rapidement que la plupart des problèmes rencontrés appellent assez logiquement un questionnement, puis un traitement collectif, si l'on veut éviter une stigmatisation de la personne en difficulté. La capacité de compréhension et de distanciation que nous pouvons avoir sur nos malheurs tient d'abord à la qualité de l'échange. Il apparaît intuitivement que l'approche et le traitement collectif nourrissent le potentiel de compréhension et donc le discernement, tant d'ailleurs pour la protection de la santé mentale et l'équilibre des personnes que pour l'efficacité des réponses. La pire des souffrances est celle qu'on ne peut partager, remarque justement Dominique L'Huillier 2002. La mise en débat doit permettre non seulement de vérifier les objectifs communs, mais de valider ensemble les conditions nécessaires pour les réaliser. Concrètement, cela peut signifier débattre de la conception du travail, de son organisation, de sa finalité, mais aussi de l'éthique induite par sa mise en œuvre. Il s'agit bien de se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre et les moyens d'y parvenir en parvenant à un compromis, au-delà des intérêts particuliers. Le sentiment de faire société au travail naît et se développe dans ce partage, ces ajustements, dans un processus d'intercompréhension qui transcende les seules conceptions individuelles. Même, s'il s'établit parfois dans la difficulté et la contradiction, le débat avec des pairs porte toujours en lui un espoir d'émancipation, de dépassement, lié à l'enrichissement de la perception par le regard de l'autre. En réalité, c'est l'absence de débat autour du travail et de ses modalités d'effectuation qui vient perturber l'équilibre psychique. Le collectif nous rassure en permettant d'établir des régularités et de placer des points de repère partagés sur une pratique. Pourtant, force est de constater que l'implication collective ne va pas de soi et rencontre une difficulté frontale. Penser le collectif comme une ressource n'est manifestement pas la voie la plus simple et provoque gêne, suspicion, voire hostilité évidente de la part de décideurs dans l'entreprise. Certes, des managers annoncent encore publiquement leur volonté de donner la priorité à la coopération, à l'esprit d'équipe et à la régulation par le collectif. Mais à côté de cela, les caractéristiques objectives, la forme donnée à l'organisation, comme les comportements managériaux observés, le culte de l'urgence dispensé dans l'entreprise, la mise en concurrence généralisée, entravent la mise en œuvre de ces discours volontaristes. Pour se déployer ainsi avec force et parvenir à convaincre différents acteurs dans l'entreprise, cette réserve à l'égard du collectif utilise volontiers la ressource que constitue son autre face, celle de la conflictualité potentielle et de l'entrave, précisément inhérente à la diversité des points de vue de ses membres. Ainsi, c'est au nom de la protection de la liberté d'agir et de la responsabilité de chacun, que des dirigeants puissent parfois ressources et arguments pour minorer le recours au collectif dans le traitement des difficultés psychosociales. En effet, si le nous protège, il le fait en créant immanquablement des interdépendances, des contraintes, des exigences de réciprocité. L'appartenance au collectif accompagne inévitablement celui qui bénéficie de sa protection en le liant, et donc en le frustrant potentiellement. En ouvrant un espace possible de solidarité, le collectif impose aussi, au moins partiellement, ses règles de fonctionnement préexistantes, parfois ses rites, sa hiérarchie propre et sa vision du monde à celui qui entend bénéficier de son soutien. Dans le monde du travail comme dans le reste de la vie sociale, le collectif nous protège et nous enchaîne tout à la fois. Parfois cette dépendance ne se perçoit que lorsqu'elle pèse, gêne, entrave. L'ouvrage est organisé en 10 chapitres. Il est nécessaire de rendre explicite le besoin de collectif au travail. Il s'agit de situer les évolutions qui affectent la régulation de la conflictualité. L'isolement, sous différentes formes, est saisi dans ses conséquences concrètes à l'aune des finalités collectives du travail. Le rôle de protection réelle et symbolique dévolu à l'entreprise mérite aussi d'être évoqué. 1. Dans notre récente histoire politique, les lois Auroux ont pourtant essayé de stimuler et développer la vie collective et les prises de parole sur le travail. Si la plupart de ces lois continuent aujourd'hui de structurer la vie dans l'entreprise, celle sur l'expression directe des salariés est restée pratiquement à l'état de projet.
Une rencontre avec Jean Auroux permet de comprendre les raisons d'un échec qui apparaît aujourd'hui paradoxal, notamment au vu de l'immense besoin d'échange que génère le management contemporain du travail. 2. Comment fonctionne la dynamique des liens au travail ? Il y a lieu de préciser et d'expliciter les différentes formes de liens qui coexistent et fondent le sentiment d'appartenir à un collectif. Les notions de coopération, de soutien, de solidarité ne désignent pas les mêmes formes du lien. Le recul du sentiment d'un destin et d'intérêt commun les affecte sensiblement. 3. Le lien peut encore être compris comme une base d'échange. Sa production suppose une forme de réciprocité sans laquelle il finit par se recroqueviller. Il circule de manière déterminée, dans un environnement structuré par des normes de métier qui l'orientent. Enfin, il peut aussi être rapproché de la trajectoire et s'efforcer de consolider une identité professionnelle mal assumée, trop distante du monde familier. 4. L'intensification du travail et ses conséquences sur le développement de l'individualisation réduisent les possibilités de respiration, d'intégration mentale de ce que nous faisons. Si elle tente d'agir directement sur l'implication, l'intensification le fait en réduisant la part du collectif. Elle génère des attentes implicites que l'on doit rapprocher du besoin de reconnaissance, toujours évoqué lors d'interventions en situation de crise. 5. L'emprise de l'organisation se renforce encore dans l'environnement actuel du travail, parce qu'elle propose de normaliser tous les processus pour les optimiser. La rationalisation de l'ensemble des activités génère le benchmark permanent, nourrit constamment l'objectif de dépasser l'autre, alimente la lutte des places au profit de l'organisation. 6. Mesurer les risques pour tenter de les objectiver est nécessaire. Mesurer les risques en considérant que les seuls chiffres contiennent le sens est une illusion d'autant plus dangereuse qu'elle permet souvent d'occulter le débat. L'apparence scientifique de la mesure est un argument commercial très prisé par de nombreux consultants face à la souffrance. Les usages sociaux des échelles, indices ou autres cartographies différentielles des difficultés par service sont insuffisamment questionnés. Même les représentants du personnel peuvent être séduits par une telle approche qui permet pourtant de contourner ou réduire les questionnements gênants. 7. En valorisant de nouvelles formes d'organisation présentées comme collectives, au nom de l'agilité nécessaire à son développement, l'entreprise s'efforce de contrôler les seuls échanges productifs, au détriment de réels moments de respiration et de questionnement propices au développement des liens. Entre autres exemples, la forme du groupe projet, généralement mise en œuvre par la direction générale, illustre cette volonté de contrôle et de rationalisation des échanges au travail par l'organisation. 8. Dans certaines conditions, la psychologisation de la souffrance au travail contribue à détourner le regard du collectif et accompagne même parfois son délitement. Dans l'entreprise, la cohabitation de pratiques d'intervention psychologique aux finalités antagonistes, actionnées par les mêmes donneurs d'ordre, brouille la lisibilité du recours à des professionnels pourtant aujourd'hui nécessaires en situation difficile. Par ailleurs, l'offre de service est telle qu'elle tend à élargir constamment la cible de l'intervention. 9. Que faire pour renforcer les collectifs et enrayer la spirale de la dégradation des liens ? Les pistes évoquées en fin d'ouvrage passent par une prise en compte réelle des conditions nécessaires au développement des échanges. L'analyse de la pratique, le travail suivi en équipe managériale notamment mérite l'attention. 10. Chapitre 1 : Bénéfices du collectif. Comment comprendre le rôle des liens face aux difficultés ? Situer le cadre de l'économie des relations entre salariés, et préciser ce qu'il faut entendre par collectif. Aujourd'hui sans doute plus qu'hier, il existe une grande variété de collectifs stabilisés ou éphémères, de taille, d'engagement et de portée variable. Un travail de définition et de précision est d'autant plus nécessaire que la dynamique du lien révèle bien des complexités. Il nous protège autant qu'il nous enferme. Il est vivant, il contient tout à la fois une partie stable et une plus volatile. Il peut générer des contradictions qui le nourrissent, et ou parfois des paradoxes qui le détruisent. Il se développe dans le cadre institué du travail, mais il peut s'émanciper des institutions. Par essence, la souffrance questionne constamment le lien à autrui. La subjectivité des émotions associées à la souffrance rend difficile, mais souvent indispensable l'évocation et l'échange sur ce qui est vécu pour tenter de s'en dégager.
Ce besoin de compréhension et de préoccupation partagée qui traverse les relations de travail relève du lien d'humanité. Mais les liens sont rarement entièrement visibles. Ils ne sont pas toujours clairement perceptibles. Un collectif suppose une expérience de vie partagée. Souvent on constate qu'il y a des gens qui sont coprésents, mais qui ne partagent pas d'autres liens sociaux que cette coprésence, note Sébastien Rocher 1998. Ils se dévoilent justement lors d'une situation difficile ou, le plus souvent par l'absence lorsqu'ils font défaut. C'est le recul, la perception de l'absence, qui permet le plus souvent de prendre conscience de ce qui nourrit habituellement l'équilibre. Ce chapitre propose de définir, puis de rendre visible le rôle du collectif en soulignant d'abord les effets de son absence. Le travail est le fruit d'un partage, d'une œuvre commune. L'isolement peut prendre différentes formes. La responsabilité de l'entreprise est de veiller à faciliter l'insertion et l'intégration de tous, en maintenant explicitement la finalité collective du travail. L'entreprise, à travers sa direction, porte cette obligation de vigilance, ce rôle de contenance, de protection, à la fois réel et symbolique. De quel collectif parlons-nous ? Il est nécessaire de définir les formes et les limites du collectif. En prenant acte des fausses évidences qui entourent cette notion, Christophe Everard, 1999, s'intéresse à la nature de la cohésion qui fédère un collectif. Il en distingue les types possibles: aléatoires, personnes réunies temporairement par un événement particulier; affectives, affinitaires, personnes d'une même famille ou jeunes d'un même quartier; sociales, même milieu socio-culturel, professionnel, mécanique, collègues interdépendants dans la production; logistique, collègues interdépendants dans la production de type flux tendu; physico-chimique, interdépendance engendrée au travail par la participation à un process de transformation des apostrophes; une matière instable; économique, interdépendance liée au résultat. Ces sources de cohésion peuvent souvent se cumuler. Ainsi, de nombreuses organisations de travail créent des rassemblements de personnes qui peuvent être liées professionnellement, mais aussi selon leurs affinités sociales et économiques par exemple. Différentes questions empiriques se posent pour appréhender la dynamique du collectif de travail. Elles peuvent concerner par exemple l'intensité de la cohésion. Comment la mesure-t-on ? Un groupe en symbiose apparente forme-t-il toujours une équipe à la fois bienveillante et efficace ? La taille. Existe-t-il un effet de seuil au-delà duquel le collectif dépense plus d'énergie pour maintenir sa cohésion qu'il n'en retire de satisfaction et d'efficacité ? Le rapport à l'espace. Les membres doivent-ils nécessairement être présents dans un même lieu pour constituer un collectif ? Le rapport au temps. Les membres doivent-ils nécessairement être présents au même moment pour constituer un collectif ? Par ailleurs, bien des formes de rassemblement observées dans le champ du travail portent une dimension collective. Identifions celles qui semblent structurantes. L'équipe de travail de proximité. Ce collectif rassemble un nombre restreint de collègues qui participent généralement au même projet de travail. Il peut être défini comme un ensemble d'individus dont l'effectif est tel qu'il permet à ceux-ci des communications explicites et des perceptions réciproques, dans la poursuite de buts communs. Anzieux et Martin, 1994. Les travaux de psychologie sociale en ont recensé certains traits, comme la taille limitée qui permet à chacun des membres de percevoir individuellement les états d'âme de ses équipiers, l'existence très fréquente de relations affectives au sein du groupe, une relation d'interdépendance créant au minimum de la coopération, voire de la solidarité, des rôles différenciés et des normes partagées, voire des croyances qui se vérifient par l'utilisation de langage codé ou de rites propres. Logiquement, ce niveau constitue une cible privilégiée pour l'intervention en situation de crise aiguë dans l'entreprise. C'est ce niveau de proximité qui permet souvent de situer et de dénouer l'essentiel des situations de malaise au travail. L'évocation d'un collectif restreint ne signifie évidemment pas pour autant que ce groupe humain est coupé des autres, mais indique essentiellement une autonomisation partielle, une vie particulière qui se développe à partir des caractéristiques et des investissements de chacun des membres dans le groupe. Le collectif élargi à l'entreprise ou l'organisation entière. La direction de l'entreprise a une mission symbolique, une responsabilité fondamentale de rassemblement. Nous évoquerons plus loin le rôle de contenance qui lui incombe nécessairement.
Elle indique la direction que tout le monde est invité à prendre. Ainsi, la dimension du collectif peut être aussi entendue comme relevant de l'ensemble de l'organisation, à travers ce que l'on décrit habituellement comme la politique de l'entreprise. Cette vision est a fortiori déterminante si l'on questionne la dynamique du collectif avec un regard de préventeur. On observe en effet que beaucoup d'aspects cruciaux dépendent de la prise en compte formelle de l'entreprise au plus haut niveau. Indéniablement, en cas de difficulté, la direction générale de l'entreprise joue un rôle décisif dans la sortie du déni et le degré de questionnement sur les problèmes. Face au malaise au travail, elle débloque généralement bien des difficultés en s'impliquant dans la compréhension et la recherche de solutions. C'est particulièrement vrai lorsque le groupe restreint ou le service en crise est largement englué, dans des dysfonctionnements complexes qui rendent difficiles, voire impossibles, les prises de position distanciées sur l'objet du conflit. Cela peut évidemment être également le cas lorsque les protagonistes se trouvent enfermés dans le groupe restreint. Les communautés. Sur fond de transformation macrosociale, les communautés jouent un rôle social de plus en plus important. Elles désignent les rassemblements spontanés et ou affectifs de type foule, peuple, bande, famille, que l'on retrouve par exemple lors de grands événements, médiatisés ou non. L'exigence d'appartenance à une communauté peut parfois justement imposer à ses membres la discrétion, voire le secret absolu. Par extension aujourd'hui, on désigne ainsi les réseaux sociaux liés au développement exponentiel d'Internet. On perçoit depuis quelques années la montée en puissance et l'impact bien réel des communautés virtuelles dans la dynamique des liens sociaux. Dans la société postmoderne, les liens réticulaires ne cessent de se développer. Ils se vivent au présent. Ils contribuent grandement à transformer le vivre ensemble au travail. Profession, catégorie sociale et trajectoire. Elles structurent l'espace social à partir de traits partagés et jouent un rôle majeur dans l'ensemble des pratiques sociales. On ne saurait interroger le poids du collectif au travail sans prendre en compte leurs effets structurants. Par ailleurs, les effets de trajectoire qui ont précédé l'accès à une position donnée orientent durablement le rapport avec les autres. Dans un ouvrage collectif, Pierre Bourdieu et son équipe, 1993, ont montré la puissance de l'empreinte des trajectoires socio-professionnelles dans le rapport au pair et par-delà, à la perception des difficultés vécues au travail. Au-delà des habitus qui guident les conduites, les itinéraires et la position professionnelle acquise, les trajectoires déterminent également le potentiel, les ressources que le salarié peut mobiliser face aux difficultés. Ce potentiel reste très largement dépendant du chemin parcouru par chacun. Les modes d'accès à un statut professionnel surdéterminent les attitudes au travail, précisément dans les relations qu'un salarié peut entretenir avec les autres. D'autres formes de collectifs pourraient sans doute être évoquées pour compléter cette première approche, comme les groupes de référence, d'appartenance ou identitaires. Écartons-les, car elles ne présentent pas de réelle plus-value sur le sujet. L'isolement du salarié au cœur du risque psychosocial. Se sentir seul au travail est aujourd'hui un problème central, perceptible notamment à travers le développement des nouveaux risques. Cette évolution renvoie à différentes dimensions qui peuvent témoigner tout à la fois d'aspects physiques, spatiaux, géographiques, liés à l'implantation même du poste de travail. L'isolement désigne également un processus découlant des mutations organisationnelles contemporaines qui réduisent le soutien. L'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, en propose la définition suivante, Marc 2009. Toute situation où un travailleur rencontre des difficultés, objectives ou subjectives, à obtenir une assistance dans la réalisation de sa tâche en cas de nécessité. Nous utiliserons également le terme dans cette double acception d'isolement géographique et de sentiment d'isolement face aux difficultés. L'isolement géographique entraîne souvent le sentiment de vide face aux difficultés, mais ce lien est en fait plus complexe qu'il n'y paraît. Pour illustrer ce double aspect, des extraits d'entretien ainsi qu'une analyse de cas seront évoqués. Pour l'INRS, ce constat d'isolement devrait induire des mécanismes de régulation, qu'ils soient mis en place individuellement par les salariés et ou par l'organisation. Seul, au risque de ne pouvoir comprendre pourquoi on souffre. De nombreuses situations de souffrance extrême au travail,
témoignent avant tout de l'isolement relationnel et du manque de soutien des personnes qui les vivent. L'organisation du travail, en tant que telle, peut accentuer sensiblement l'isolement des salariés. Cela peut être parfois associé à l'ergonomie des postes de travail, parfois aux conditions concrètes des missions à effectuer. Cette conséquence se retrouve par exemple fréquemment dans les métiers de service. Travailler seul constitue en soi un facteur de risque important. Toutefois, il existe différentes formes d'isolement. Au-delà des aspects organisationnels ou matériels qui l'accentuent, la solitude se perçoit aussi dans la faiblesse de la coopération ou dans l'absence de soutien disponible pour le salarié confronté à des difficultés. Par ailleurs, la hiérarchie de proximité, plus fréquemment orientée vers la gestion et le suivi de tableaux de bord de l'activité, a souvent perdu en compétences techniques. L'appui direct aux salariés, la connaissance pratique de la production et de ses difficultés éventuelles, que pouvait assurer auparavant le contremaître issu du sérail, recule au profit d'un encadrement devenu plus gestionnaire. La souffrance sociale se développe d'autant plus que l'organisation de travail génère une difficulté pratique, source importante de délitement des liens. L'échange est en effet nécessaire pour prendre en compte et intégrer les particularités du travail, que la seule prescription ne peut parvenir correctement à aborder. Le recours à l'autre en situation difficile s'effectue d'autant moins facilement que le contexte s'y oppose. L'ambiance de travail est largement façonnée par les contraintes objectives. Pour maintenir néanmoins des liens de coopération, le salarié est ainsi conduit à prendre toujours plus sur soi. Les modalités techniques et les outils informatiques de gestion sont censés supplanter ce besoin d'appui et de support, en lieu et place des collègues expérimentés ou de l'encadrant de proximité, qui auparavant connaissait le métier pour l'avoir lui-même pratiqué. Difficile de comprendre avec les autres ce qui se passe, dès lors que les conditions minimum de confiance ne sont pas réunies pour échanger en sécurité et qui plus est, que l'objet du litige tend à s'incarner dans le collègue, seul interlocuteur physiquement présent. La mise à distance, la médiation des difficultés rencontrées n'étant plus possible, le salarié reste confronté à sa seule perception dramatisée, à sa subjectivité. Le cadre de travail induit fortement les occurrences de questionnement, de négociation, de mise en débat. Couper la personne en souffrance du recours au questionnement par et avec l'autre, c'est la rendre plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.